vieille femme dans l'accueil. Il fallait de toute façon faire quelque chose, ça c'est évident. Malheureusement, c'est une répétition de choses qu'on a déjà vues. On doit être entre 50 et 60 opérations de ce genre. L'hiver dernier, il y a eu le même genre d'opération. Cette fois-ci, elle s'est déroulée en une seule fois pour beaucoup de personnes. L'hiver dernier, il y a eu, en l'espace de 3 à 4 semaines, à peu près la même chose en termes de nombre de personnes, mais réparties sur plusieurs opérations, porte de Clignancourt, porte de la Chapelle, porte de la Villette et porte d'Aubervilliers. Alors, d'abord sur la porte d'Aubervilliers, donc qui a pas été traitée aujourd'hui, elle sera traitée très rapidement, de toute façon avant la fin de l'année, hein, c'est ce qui a été annoncé. Ensuite, pour éviter que ça se reproduise, ça veut dire qu'il faut être extrêmement présent, déployer les effectifs. Déjà sur le site qui a été évacué ce matin, le préfet de police a mis en place, à la demande du ministre de l'Intérieur, un dispositif conséquent de présence physique de policiers, de vidéopatrouille, comme cela a été expliqué aujourd'hui dans la journée, pour éviter une réinstallation. Et puis d'une manière générale, sur l'ensemble... Et ça va durer. Bien sûr. Et sur l'ensemble du territoire, il y aura toujours cette mais sur l'ensemble du territoire national, d'une manière générale, les forces de l'ordre agissent pour éviter que ne se crée ce type de squat ou ce type de campement. Et cette action, bien évidemment, elle va se poursuivre de manière extrêmement résolue. L'évacuation a commencé tôt ce matin. Elle concerne 1200 à 1300 personnes, essentiellement des hommes, même si selon les associations, il y a des femmes et des enfants qui vont être donc répartis dans des gymnases réquisitionnés un petit peu partout en Ile-de-France. Concernant les nationalités, il s'agit essentiellement de Somaliens, d'Afghans, d'Érythréens ou encore de Tchadiens qui vivaient ici depuis plusieurs mois dans des tentes de fortune ou des baraquements. Et le préfet de police, Didier Lallement, l'a annoncé il y a quelques minutes. Il va prendre un arrêté pour éviter la reformation de tout campement ici au bord du périphérique. La situation devenait invivable pour les riverains comme pour les commerçants qui s'inquiétaient, qui s'alarmaient de devoir vivre avec, devoir côtoyer cette réalité au quotidien. Les migrants vont donc être répartis dans des bus, répartis ensuite dans des gymnases où leur situation sera étudiée par les organismes et les associations spécialisées. Le préfet de police donc qui a répété encore une fois qu'il refusait et qu'il allait prendre un arrêté pour que aucun campement ne puisse se reformer ici port de la Chapelle. Cette opération, elle est positive dans le sens où on l'a demandé quand même depuis des mois, qu'on savait que la situation dans les campements se dégradait et que rien n'était fait. Par contre, on regrette que ça soit toujours du palliatif et non pas du préventif. I do worry because if you take something and you don't know where you go and what's next, you worry of course. Contextualiser un petit peu, on va vous montrer où est-ce qu'on est. On est vraiment sous le périphérique, vous pouvez apercevoir les panneaux juste au-dessus de moi. Et sous ce pont, il y a toute une file de migrants qui attendent de pouvoir monter dans les bus. On va vous les montrer à l'image, des bus qui prendront la direction de centres d'accueil, des gymnases réquisitionnés un petit peu partout en Ile-de-France, où les migrants seront pris en charge par des organismes et des associations spécialisées. Mais vous l'avez dit, l'information de la matinée, c'est ce message de fermeté délivré par le préfet de police Didier Lallement, qui a indiqué qu'il prendrait un arrêté préfectoral pour éviter la reformation des camps de migrants. Écoutez-le ce matin, il était au micro de Camille Fournier. Donc,
non seulement nous mettons à l'abri, c'est-à-dire une démarche humanitaire, une démarche qui permet d'assurer à ceux qui sont dans des situations extrêmement difficiles un hébergement, mais nous ne tolérerons pas de réinstallation. Je préfère être très clair. Une déclaration qui, on l'imagine, peut laisser songeur les commerçants comme les riverains. Un message qui laisse aussi dubitatif Anne Hidalgo, puisqu'elle a indiqué qu'elle n'avait pas de raison de ne pas croire le préfet de police, même si dans le même temps, elle a indiqué qu'il s'agissait de la 59e évacuation d'un camp de migrants depuis quelques années et qu'à chaque fois, ces camps de migrants s'étaient reformés. C'est ici qu'une centaine de migrants, venus majoritairement d'Afghanistan et de Pakistan, sont désormais logés. Se reposer, reprendre des forces, c'est ce qu'est venu chercher Aman dans ce gymnase, après avoir passé 25 jours dans un campement porte de la Chapelle. À la Chapelle, il n'y a pas de nourriture, pas de douche. Ça fait 25 jours que je n'ai pas pu me laver. Aujourd'hui, j'ai pu prendre une douche, alors c'est bien. Un répit partagé par Ali, un étudiant de 19 ans. Ici, il ne fait pas froid. J'ai un lit pour dormir. On est bien. Dans ce gymnase, seuls des hommes isolés sont accueillis par la trentaine de bénévoles de l'Armée du Salut. Désormais installés, il faut penser à l'avenir. Dans les jours qui vont venir, c'est vraiment créer de la confiance avec ces personnes et puis voir les situations sociales, donc repérer les mineurs, repérer les malades, repérer ceux qui relèvent du droit commun, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des papiers ou parce qu'ils sont étudiants, de pouvoir les orienter vers les bons dispositifs. Selon l'association, les migrants devraient rester environ 1 mois dans ce gymnase, le temps de trouver un nouveau logement. Ils vivaient dans des tentes et des baraques de fortune depuis des mois. Ce matin, les 1600 migrants évacués ont été conduits dans des gymnases. Une évacuation nécessaire, mais tardive pour la République en marche. La maire de Paris, elle n'a jamais demandé l'évacuation. J'avais dit, moi, qu'il fallait mettre un terme à ces campements. Je le dis de manière constante depuis des mois maintenant. Et j'ai dit aussi que si j'étais élu maire de Paris, je demanderais les évacuations qu'elles soient faites immédiatement, dès que la première tente est posée sur le domaine public de la ville. Du côté des Verts, ce sont les propos de Didier Lallement qui font réagir. Sur place, le préfet de police de Paris a formellement interdit aux migrants de reformer les camps. Le préfet devrait plutôt travailler avec les acteurs, la mairie de Paris, avec la métropole, avec la région, pour justement mettre en place un plan qui permettrait un accueil digne des migrants et qui permettrait aussi de soulager les quartiers du nord de la capitale. Des critiques que réfutent les socialistes. Pour eux, le responsable de cette situation n'est pas la ville de Paris, c'est à l'État d'offrir des solutions aux migrants. Il faut des mesures pérennes d'hébergement de façon à ne plus avoir ces situations absolument dramatiques pour les réfugiés eux-mêmes, dramatiques aussi pour les riverains parce qu'il y a de nombreuses nuisances. Cette évacuation était la 59e opération de ce genre depuis 2015. Pour éviter que les camps ne se reforment, des forces mobiles patrouilleront 24 heures sur 24.
lente. L'évacuation du camp de La Chapelle dans le nord-est parisien est désormais terminée. Des centaines de migrants ont été délogés ce matin du site, redirigés ensuite vers une quinzaine de gymnases de la banlieue parisienne. Pour l'opération, 600 policiers étaient mobilisés sous l'œil avisé de nombreux bénévoles présents pour l'occasion. Notre envoyé spécial Julien Sauvaget a également été sur place. Écoutez-le. Ce sont les familles qui ont été prises en charge en priorité ce matin au début de cette évacuation. Pour elles, direction Ivry-sur-Seine dans un centre d'accueil spécialisé pour accueillir justement ces femmes et ces enfants. Ensuite, ça a été le tour des mineurs qui eux aussi ont donc été pris en charge et envoyés dans des bus dans des centres d'accueil spécialisés. Puis ce sont les adultes avec plusieurs cas de figure qui vont se présenter. C'est d'abord pour tous évidemment une mise à l'abri dans un premier temps, puis une étude au cas par cas. Pour ceux qui sont en attente de réponse sur une demande de droit d'asile, ils auront droit à 6 mois d'hébergement, de mise à l'abri. Pour ceux qui ont le droit de faire cette demande d'asile, eh bien leur dossier sera constitué afin qu'ils puissent avoir une réponse. Et enfin, il reste le problème de ce qu'on appelle les dublinés, ceux qui ont déjà été enregistrés dans un autre pays européen. Eux n'ont pas vocation à rester sur le sol français. Ils seront donc mis à l'abri pour quelques temps, histoire d'avoir un petit peu chaud, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, suivant les places disponibles. Et ce sera un retour à la rue pour ces personnes. Et c'est bien ce que dénoncent les associations présentes ici ce matin lors de cette évacuation. Pour eux, ce n'est pas une manière de régler définitivement le problème. Pour eux, ils savent très bien qu'il y aura des migrants qui vont arriver, qui vont revenir sur ces sites, même si la préfecture de police a, elle, indiqué qu'ils allaient sécuriser cet endroit de la porte de la Chapelle afin d'éviter tout retour de migrants, qu'ils allaient mettre en place des patrouilles de police afin d'éviter de nouveaux regroupements. Mais les associations, elles, dénoncent le risque que ces campements de migrants, en fait, se reforment, mais à des endroits moins visibles, encore plus à l'extérieur de Paris. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur dans le 18e arrondissement de Paris, après l'évacuation des campements de migrants ce matin au nord de la capitale. Plus de 1600 adultes et enfants qui vivaient dans ces bidonvilles. Le préfet coordonnait ce matin l'opération. Il est revenu donc sur place en fin d'après-midi, accompagné cette fois-ci du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. On va en parler avec Camille Anglade, la chef du service politique ici à BFM TV. Bonsoir, nous sommes avec Gaspard Ganzer, candidat à la mairie de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Et puis le directeur de l'urgence chez France Terre d'Asile, Guillaume Cher. J'ai envie de vous faire réagir tout de suite quand vous entendez le ministre de l'Intérieur qui est sur place, qui se félicite de l'évacuation et de la mise à l'abri de ces migrants. Il a fait son travail en quelque sorte ? Alors en tout cas, cette opération de mise à l'abri, c'est quelque chose que nous on réclamait depuis un certain temps. C'est 1621 personnes qui ont été mises à l'abri ce matin. C'était quelque chose d'essentiel pour répondre justement à cette situation d'indignité qui se passait dans les différents campements parisiens. Vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le nord de Paris, qui n'ont pas pu constater visuellement ce qui s'y passe, ça ressemble vraiment à des bidonvilles. Alors ce sont des lieux effectivement d'indignité. Les personnes qui vivent là vivent dans des situations de désolation absolue. Aujourd'hui, on comptait, puisque ce matin, il y a 1600 personnes qui ont pu être mises à l'abri, plus de 3000 personnes, 3500 exactement, qui vivent dans cette zone, dans le nord-est parisien, et qui vivent dans des conditions qui sont sanitaires, psychologiques, déplorables. Ces migrants viennent d'où ? Alors, de pays, les principales nationalités, c'est l'Afghanistan, Somalie et le Soudan. Je disais, il y a des enfants aussi. Il y a des enfants, oui, tout à fait. Donc, qui dormaient sous des tentes, des cabanes en bois. Alors, il y a des familles, effectivement, il y a des familles. Alors, c'est très compliqué d'avoir une vision très précise du nombre de familles. Ce matin, on a été assez étonnés de voir autant de familles, puisqu'il y avait presque de 281 personnes exactement en famille. Donc, c'est quand même très important. Les familles arrivent souvent par vagues successives et c'est assez cyclique. Là, c'était assez exceptionnel. Mais effectivement, il y a des familles qui dorment à la rue avec des enfants. C'est pas la première évacuation. Non. Il y en aura d'autres. Parce que le préfet a dit, là, c'est la dernière. Ils ne pourront pas s'y installer à nouveau. Alors c'est sur le secteur Porte de la Chapelle. Il y a une autre zone qui est Porte d'Aubervilliers. Qui n'a pas encore été évacuée. Où il y a beaucoup plus de personnes, puisque là on dénombre presque plus de 2000 personnes. Et ce camp sera évacué demain ? Alors nous espérons, et nous appelons à cette il y a encore plus de monde, parce que là il y a 1600 ce matin, vous dites qu'il y a encore un camp où il y a quoi, plus de 2000 ? Nous on décompte plus de 2000 personnes. D'accord.
Donc, et on espère que cette opération de mise à l'abri sur cette zone-là aura lieu. Avant de faire réagir Gaspard Ganzer et Camille Langlade, que deviennent-ils en fait ces migrants? On les emmène où? Alors, ces personnes-là ont été mises à l'abri dans des différents types de centres. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les CAES, c'est des centres d'évaluation et d'examen des situations et qui permettent de les orienter ensuite, c'est des dispositifs d'hébergement d'urgence qui seront ensuite des personnes qui seront orientées vers des dispositifs pérennes d'hébergement. Et il y a un autre type d'hébergement qui est, c'est plutôt type gymnase. Gymnase, c'est ce qu'on appelle de la mise à l'abri. Et là, ce qui nous a été en tout cas garanti, c'est que toutes ces personnes, au moins pour la période hivernale, seraient hébergées de manière durable. Gaspard Ganzer, quelle est votre réaction? Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur. Là, il y a une volonté du préfet de Paris de dire, bon, on les évacue, mais il ne faut plus que ces camps se reconstituent dans cette zone parisienne, la porte de la Chapelle. C'est une intention louable. Vous y croyez? J'espère, je veux y croire. Parce que là, on a attendu très longtemps, ça a été fort bien dit par les associations tout au long de la journée et par vous-même à l'instant. L'État a tardé à intervenir pour régler cette situation qui était totalement indigne d'un point de vue sanitaire et social dans le nord de Paris. Mais c'est pas la première évacuation. C'est pas la ces première. dernières années, Il y en a eu plusieurs parce qu'il y a eu des points de fixation. Il y en a eu à Stalingrad, c'est une station de métro du nord de Paris. Il y a eu à Porte de la Chapelle, il y en a eu à Place de la Chapelle. Pourquoi ils sont toujours dans le nord de Paris? Parce que peut-être qu'ils arrivent par la gare du Nord et la gare de l'Est, qui sont les deux principales gares qui leur permettent d'arriver. Il y a eu des points de fixation. Ils veulent partir vers et Calais, probablement, souvent, ils veulent aller vers le Royaume-Uni et se diriger dans cette direction-là. Mais il faut quand même voir qu'il y a eu des situations qui ont atteint vraiment des limites inacceptables. À la porte de la Chapelle, il y a ce qu'on appelle la colline du crack. Parce que ces pauvres gens qui sont dans des situations de fragilité se sont retrouvés confrontés à des trafiquants de drogue, à des gens qui les ont exploités et donc qui se sont enfoncés. Il y avait des jeunes hommes, des jeunes femmes, des familles. Donc il était urgent d'intervenir. Comment faire pour il y a des questions sanitaires, mais des questions aussi de sécurité. On a parlé aussi de rixes avec des couteaux, d'affaires de viol. Bien sûr, à partir du moment où il y a des points de fixation comme ça qui se développent dans le nord de la capitale, autour, il y a tous les problèmes qui peuvent être en même temps. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour que ça n'intervienne plus? Il suffit pas de dire on ne le refera plus. Parce que les migrants continuent d'arriver. Parce que les migrants continuent d'arriver de toute l'Europe, du monde entier. Là, ils viennent principalement d'Afrique et d'Afghanistan, ça a été dit tout à l'heure. Pour intervenir, il faut trouver des solutions durables. Alors individuellement pour les personnes concernées qui ont été mises à l'abri pour quelques jours. Maintenant, il faut trouver des parcours pour chacune de ces personnes, chacune de ces familles. Et puis par ailleurs, la situation, il est faux de dire qu'elle se réglera simplement à l'échelle de Paris et de l'Île-de-France. C'est une question nationale, une question européenne. Paris doit jouer tout son rôle, la ville de Paris, l'État à Paris, mais il ne pourront pas régler ce problème seul. Saluons le fait que l'intervention ait enfin eu lieu. Elle a eu lieu tardivement. C'est une intervention d'urgence, même si elle a tardé. Elle était indispensable. Il fallait le faire. Elle a certainement trop tardé. Elle ne règle rien dans le Mais à long terme, elle ne règle pas le problème. C'est vraiment l'intervention d'urgence. Il était indispensable qu'elle ait lieu. Maintenant, il faut s'occuper des personnes qui ont été sorties de là. Il faut s'occuper de celles qui sont portes d'Aubervilliers, qui sont toujours. Elles sont plus de 2000, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, il faut trouver, avec l'État et avec l'Europe, parce que c'est là qu'on réglera les situations durablement, les solutions pour tarir le phénomène. On salue Emmanuel Grégoire, bonsoir, le premier adjoint socialiste à la mairie de Paris. Vous réagirez dans un instant. Camille Langlade, Christophe Castaner, c'est quand même étonnant, je ne sais pas si c'est le hasard du calendrier, mais cette intervention pour évacuer les migrants intervient la semaine où on parle de l'immigration. Hier, donc, on avait les quotas d'immigration présentés par Édouard Philippe, et puis ce matin, on évacue le camp le plus important de migrants en France. Oui, Christophe Castaner a commencé sa journée sur une radio, il termine sur le terrain, il est sur tous les fronts aujourd'hui et c'est voulu. Hier, le Premier ministre a mis l'accent vraiment sur le contrôle. La phrase, c'était reprendre le contrôle de ces flux d'immigration. Mais il a très peu parlé du volet meilleur accueil, alors que le plan immigration du gouvernement d'Emmanuel Macron est censé marcher sur ses deux jambes. Si on n'a rien entendu hier quasiment sur une meilleure façon d'accueillir. Donc évacuer et mettre à l'abri, comme vous le disiez, monsieur, tous ces migrants, c'est une manière de tenter de mieux accueillir. On va voir si c'est durable ou pas, si ça ne crée pas plus de situations insalubres ailleurs, comme Porte d'Aubervilliers par exemple. Mais en tout cas, non, il n'y a pas de hasard bien entendu et c'est la suite. Après, il y a un deuxième élément que vous avez peut-être en tête, Olivier, les municipales à Paris dans quelques mois. Il s'agit d'un thème de campagne qui sûrement sera au cœur où la mairie de Paris, l'État se renvoie un peu la balle. Exactement, et donc c'est évidemment aussi un signal envoyé aux Parisiens. Alors, Emmanuel Grégoire, je voudrais vous faire écouter ce que disait tout à l'heure Christophe Castaner, qui était sur place il y a quelques minutes, le ministre de l'Intérieur. C'était en direct sur BFM TV et vous allez réagir.
C'est une opération très délicate, c'est une opération à risque compte tenu de la localisation, de la situation ici entre deux communes, Saint-Denis et Paris. Maintenant, l'essentiel pour nous est de faire en sorte que ce site totalement indigne ne se reconstitue pas. Nous avons aujourd'hui des capacités d'accueil, nous avons une mobilisation nationale qui chaque semaine permet d'accueillir des demandeurs d'asile qui viennent ici sur Paris pour les accompagner, pour instruire leurs dossiers. Voilà, donc l'État intervient. On sait que la mairie de Paris en voulait justement à cet État inactif qui ne voulait pas, qui ne pouvait pas, je ne sais pas quel verbe faut-il employer, évacuer ce camp de migrants. Ces camps de migrants, ça y est, c'est fait? Oui, c'est fait et c'est un soulagement. Ça fait des mois que la maire de Paris, que d'ailleurs les maires d'autres grandes villes de France qui sont confrontés de façon moins aiguë, mais quand même confrontés à ces phénomènes-là, que les associations tiraient la sonnette d'alarme face à la situation qui, sur le plan humanitaire et sécuritaire, était insupportable. Insupportable pour ceux qui sont contraints de dormir sous les ponts, et puis pour les riverains, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, les nuisances de voisinage sont évidemment immenses. Parce qu'avec la misère, avec la pauvreté, il y a tous les corollaires que nous connaissons. Pourquoi ça a été si long? Tout simplement parce que l'État, depuis plusieurs années, n'a pas pris la mesure de la responsabilité qui est la sienne et du dimensionnement du dispositif d'accueil. Ce qui fait qu'il y a une gestion au fil de l'eau ou au gré des 59 précédentes évacuations. 59. Nous sommes à la 59e ce matin, processus d'évacuation coordonné avec les services de l'État. Les campements se reconstituent et ils se reconstituent pour deux raisons. D'abord parce qu'ils sont hébergés quelques jours et ils sont relâchés dans la nature. Donc ils reviennent sur place ? Ils reviennent où ils peuvent. Et deuxièmement parce qu'il y a un flux continu très faible par rapport à d'autres pays, mais il y a un flux continu de nouvelles arrivées. C'est un impensé politique de la part du gouvernement. Attendez, pardon, Emmanuel Grégoire, le préfet il a été très clair. Il a dit on évacue, mais c'est la dernière fois, il ne faut pas qu'ils viennent se réinstaller. Vous le croyez ça? Deux choses. Moi, par principe, je fais confiance au préfet de la République. Oui. Donc le préfet de police dit ça, on en prend acte et on observera ça dans les jours et les semaines qui viennent. Mais la réalité, c'est que la réponse sécuritaire ne peut pas suffire. Et toutes les associations le disent. Si ils remettent à la rue tous ceux qui ont, ce matin ou dans les jours qui viennent, ont été mis et seront mis à l'abri. S'ils les remettent à la rue, les campements, peut-être en assurant une présence policière massive à la porte de la Chapelle, et tant mieux pour la porte de la Chapelle, les campements ne se reconstitueront pas là-bas. Personne ne peut vouloir que les campements se reconstituent là-bas. Mais ils se reconstitueront ailleurs. Ils se reconstitueront ailleurs dans Paris, ailleurs en Seine-Saint-Denis, ailleurs dans le Calaisis, parce que les gens, il faut bien qu'ils dorment quelque part. Pourquoi c'est à cet endroit d'ailleurs toujours? Pour des raisons historiques. D'abord, c'est que ce sont des quartiers de mixité dans lesquels il y a des traditions d'accueil et des traditions d'immigration, de par la proximité avec la Seine-Saint-Denis et des quartiers du Nord-Est, où c'est historiquement des quartiers de mixité sociale et notamment d'accueil d'immigration, mais aussi parce qu'il peut y avoir, et c'est extrêmement pervers, une forme de confort à préférer les voir dormir sous les ponts du périphérique plutôt que dans les quartiers chics de Paris ou dans les quartiers chics d'autres villes. Et donc, attendez, vous êtes en train de me dire que s'ils venaient s'installer devant les ministères, on n'attendrait pas 3 mois ou 6 mois avant les évacuer. C'est une certitude absolue. Et donc, nous faisons confiance au gouvernement. Nous avons eu des échanges extrêmement durs, exigeants ces derniers mois. Considérons que c'est un passif que nous devons collectivement solder. Excusez-moi, on assiste quand même, d'accord, mais on assiste quand même à une passe d'armes entre la mairie de Paris et le gouvernement depuis des mois et des années sur ce sujet. On a l'impression que vous êtes dans des règlements de compte politiques. Non, franchement c'est faux et vous devriez en faire la pédagogie. Ce qui s'est passé ce matin et la démonstration que ce que dit Anne Hidalgo, que ce que disent les associations depuis des mois est vrai. C'est-à-dire que c'est la mission du préfet de police pour les missions de police et d'ordre public et la mission du préfet de région pour les missions d'accueil. Et d'ailleurs, comme par hasard, le préfet de police et le préfet de région étaient ce matin sur place. Donc en fait, la mairie de Paris ne peut rien faire. Non, c'est chacun son travail. C'est les lois qui fixent les blocs de compétences. Et celui de l'hébergement, de l'accueil des réfugiés, de l'instruction de l'asile et de l'hébergement de l'asile, le législateur a dit que c'était de la responsabilité de l'État. D'ailleurs, Benjamin Griveaux, il n'est pas là, ça aurait pu être intéressant qu'il participe avec nous à ce débat. Il dit, c'est la faute de Anne Hidalgo, mais je demande à récupérer la compétence puisque l'État ne sait pas bien le faire. Donc on est dans un espèce de flou artistique absolument incroyable. C'était insoutenable pour les habitants, cette situation, pour les réfugiés eux-mêmes. Nous sommes heureux que l'État ait pris la main
Et nous avons simplement une vigilance pour que ce soit le cas dans les semaines qui viennent. Juste un mot, parce que je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut, c'est d'ailleurs pas ce que fait Emmanuel Grégoire, polémiquer. Quand la ville et l'État sont tentés de se renvoyer la balle, ça va pas dans le bon sens. Et je dirais même plus loin. Je pense simplement, je vous arrête, mais Gérard Collomb, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il laissait entendre que si on évacue trop souvent les camps de migrants, c'est un appel d'air. Ça veut dire qu'on dit aux prochains migrants, vous voyez, de toute façon, on va mais ça, je pense que c'est une vieille rhétorique de la droite, et je pense qu'elle est fausse. En l'occurrence, il avait visiblement changé Kazakh à l'époque. Il y avait une urgence à intervenir, c'est ce qu'on a dit depuis le début de ce débat, pour des raisons sanitaires et sociales. Mais si on veut trouver des solutions durables, il est impératif que l'État, d'une part, sur le plan sécuritaire et sur le plan de l'accueil d'urgence, dont c'est la responsabilité, mais aussi les collectivités territoriales, ce qu'elles font d'ailleurs largement, la ville de Paris le fait largement, la région, les communes voisines, interviennent pour trouver des solutions de long terme pour ces gens-là. C'est c'est l'hébergement du point de la prise en compte sanitaire et travailler avec les associations. Parce que là, on a bien compris, c'était pour des raisons de leur propre sécurité, raisons sanitaires, on les évacue. Très bien, mais ils vont pas s'évaporer dans la nature. Certains vont revenir sur place et on les garde tous, on leur offre un toit qu'on n'a pas forcément. On a du mal à voir ce qu'ils deviennent en fait dans le long terme. L'enjeu, très rapidement, l'enjeu c'est pas un débat entre la mairie de Paris et le gouvernement. Aujourd'hui, nous avons mis en place toute une série de mesures techniques. Il y a des maraudes, il y a des dispositifs, il y a des solutions d'hébergement, etc. qui sont à la fois financés et portés par l'État et la mairie de Paris. Il y a des efforts considérables qui ont été faits, notamment par la mairie, mais aussi par les services de l'État. Donc aujourd'hui, je pense qu'on arrive au bout de ces solutions techniques, et ce qu'il faut mettre en place, c'est une véritable politique qui est capable de répondre à ces enjeux de l'accueil des migrants. Parce que ces migrants, c'est quoi? C'est des demandeurs d'asile? Ils viennent chercher du boulot? Mais c'est pas comme ça. C'est en priorité, la priorité et l'enjeu principal, c'est de mettre en place un dispositif de pré-accueil réparti sur l'ensemble. Encore une fois, répondez pas à ma question. Le pré-accueil, j'ai bien compris. Mais ensuite? Ensuite, c'est-à-dire, c'est de permettre à ces personnes-là de pouvoir être accueillies et de pouvoir déposer ou de répondre à une situation administrative, quelle qu'elle soit, principalement parce que les personnes qui viennent, qui sont sur les campements, c'est les personnes qui sont demandeuses d'asile. Sauf que certains ne veulent pas rester en France, ils veulent aller en Grande-Bretagne. Donc en fait, c'est pas la majorité. Ils vont pas déposer de dossier. Aujourd'hui, sur nos statistiques, avec cette expérience de terrain, on a quand même, je pense, une vision assez fine et assez précise. On a quand même une majorité de personnes qui sont demandeuses d'asile, qui veulent rester en France, et qui viennent demander l'asile. C'est-à-dire qu'ils sont pas tous. Quand on prend les ils seront pas tous acceptés. Quand on voit des Géorgiens, des Albanais, on a du mal à comprendre le demande d'asile. En l'occurrence, c'est des Afghans et des Africains. Sauf que ces personnes-là ne sont pas sur les campements. Les personnes qui sont sur les campements sont... C'est vraiment plutôt des demandeurs d'asile. Ce sont des vrais demandeurs d'asile. On accueille Pierre Licia. Bonsoir. Vous êtes un élu du 18e arrondissement de Paris qui notamment s'est fait connaître en dénonçant justement cette situation avec des vidéos qui avaient fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux dénonçant la situation des camps parce que les riverains sont les premières victimes de ce qui se passe sur place. Les migrants, bien entendu, et les riverains. Et on parle assez peu d'ailleurs des riverains, Pierre Licia. Ah oui, mais totalement. Alors, est-ce que ça y est, enfin vous applaudissez l'intervention de l'État ce matin? Moi, je suis soulagé parce que honnêtement, ça fait depuis 2014 maintenant, depuis juillet 2014, que le nord-est de Paris et particulièrement l'est du 18e est le théâtre de justement cette crise migratoire qui a été d'ailleurs largement sous-estimée à l'époque par les pouvoirs publics, qui les ont, et là c'est là où je suis soulagé aujourd'hui, mais en colère, parce que c'est une situation qui, à la base, a été totalement instrumentalisée. Et c'est là où je vous en veux, Emmanuel Grégoire. La mairie de Paris, donc. La mairie de Paris, c'est d'avoir instrumentalisé cette... Non, mais aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui se parent de toutes les vertus de la solidarité pour justement mettre le gouvernement, attaquer le gouvernement, mettre le gouvernement en porte-à-faux, c'est ceux qui, hier, instrumentalisaient cette crise humanitaire juste indigne de Paris, en expliquant qu'il fallait que Paris accueille tous les migrants, alors que, regardez ce que je vous montre là. Là, c'est un tweet de Madame Hidalgo qui date de septembre 2015. Vous vous souvenez très bien, au cirque d'hiver, la gauche francilienne et parisienne ont fait un grand meeting pour expliquer qu'ils allaient accueillir tous les migrants. À cette époque-là, il y avait déjà des centaines de personnes qui dormaient sur les trottoirs de Paris. Personne n'avait les moyens de les accueillir. Personne n'avait les moyens de les accueillir. L'État, la ville, personne. Et vous avez fait une communication irresponsable,
en expliquant que Paris pouvait accueillir toutes ces personnes migrantes. Alors que rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait à l'époque. Et pire, pardon. Surtout que visiblement, c'est pas une compétence de la mairie de Paris, si on l'a bien raison de compris. plus, c'est ce que dit Emmanuel Grégoire, c'est pas une compétence de la ville de Paris. Il n'empêche que la ville de Paris a fait une communication totalement irresponsable. Et la conséquence de tout ça, c'est que vous avez créé des points de fixation des migrants dans Paris. Aujourd'hui, la porte de la Chapelle, c'est devenu un point. Mais vous le savez très bien. C'est devenu un point. C'est devenu un point. Juste terminé. C'est faux. Non, c'est pas faux. Alors Emmanuel Grégoire, vous répondez. Est-ce que finalement Anne Hidalgo n'a pas joué avec le feu en disant venez à Paris? Le feu et elle s'est brûlée. Pardonnez-moi, elle s'est brûlée. Les spécialistes du sujet n'habitent pas le quartier. Pierre Licia le fait avec l'élégance qui lui est propre et sans doute un peu de talent, qui est de recycler un vieux discours habituel de la droite la plus réactionnaire, la plus conservatrice, qui tient le discours est celui d'Hidalgo. Je vais répondre à ça. Il n'y a pas de problème. Nous assumions à l'époque, nous assumons toujours, parce que vous ne dites pas le message qui était porté à l'époque. Aucune solution à l'époque. C'est pas un problème de solution. À l'époque, nous sommes confrontés à des flux migratoires, c'est vrai, exceptionnels. Et c'est vrai que les pouvoirs publics, et je le dis, c'était un autre gouvernement à l'époque, un autre président, ont eu du mal à s'adapter à cette nouvelle. Est-ce que c'est vrai que la mairie de Paris a dit aux réfugiés venez à Paris? C'est faux. Là-dessus, toutes les associations. Non, mais Alicia a le droit. Je sais le bienvenue à Paris. C'est un tweet de Anne Hidalgo. 2015, a le droit de le penser et de le dire. Vous avez toutes les associations savent très bien qu'un tweet de la maire de Paris, ça compte pas beaucoup dans le choix d'un Soudanais, d'un Afghan ou d'un Syrien au moment où il fuit. Alors pourquoi il fait ce tweet? C'est toute une communication, ce qui veut dire que c'est de la communication. Pas du tout, c'est pas de la communication. Pourquoi vous à l'époque, c'était du rapport de force politique. Vous me laissez finir. C'était uniquement à l'époque, c'était du rapport de force politique vis-à-vis des gouvernements. Et c'était d'ailleurs porté par de nombreuses collectivités territoriales qui disaient aux États, assumez votre responsabilité, non pas parce que ça va faire venir des nouveaux réfugiés, mais parce qu'ils sont là et qu'il faut les accueillir. On n'a pas instrumentalisé les migrants dans un jeu politique. Mais merci de concéder que ça fait 4 ans que la crise migratoire est totalement instrumentalisée dans un bras de fer entre la ville et le gouvernement. Merci de le concéder. Merci de le concéder. Aujourd'hui, la porte de la Chapelle est devenue un point de fixation des migrants. J'ai dit que la maire de Paris, elle a appelé à prendre ses responsabilités. Celle de la ville, elle l'a fait en mettant des moyens. Deuxièmement, en interpellant l'État français, en interpellant aussi l'Union européenne, parce que c'est un sujet dont chacun a bien. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord au sein de l'Union européenne. La position allemande n'était pas la position de la française à l'époque. Ils ont accueilli plus de 10 fois plus. C'était pas la position française. Non, c'était pas la position. Et là, justement, la France se retrouve dans des situations d'enquistement de misère, alors qu'elle a accueilli en proportion, elle est en avant-dernière position d'accueil proportionnellement à sa population. Qu'on ne me fasse pas croire que s'il y avait eu la volonté, il n'aurait pas eu la capacité. Et ça, c'est pas du tout l'instrumentalisation de la maire de Paris. Et franchement, de dire ça, c'est une insulte aux associations qui sur le terrain. Et franchement, ce que vous dites est une insulte aux travailleurs sociaux. Ce que vous avez fait pendant 4 ans, c'est une insulte aux riverains. Je ne mets pas en cause le travail des humanitaires. C'est pas ce que vous dites est contraire à ce que disent les associations. Moi, je demandais des moyens pour l'accueil. Je demandais dès 2015, sans doute un peu logique. Je demandais dès 2015 des moyens pour l'accueil. C'est pas ce que vous avez fait. Vous avez instrumentalisé le sujet en faisant un élément. Emmanuel. Alors Gaspard Ganzer et ensuite France-Terre d'Asile. J'ai été prêt à suivre le premier adjoint jusqu'à ce qu'il dise que la mairie de Paris a cherché à créer un rapport de force avec l'État. Mais bien sûr, pour leur demander de mettre des moyens. Mais justement, c'est ce qui va pas. Nous avons été. Non, mais je peux me laisser parler. Alors Gaspard Ganzer s'exprime. Je peux parler peut-être. Tu vois, tout fonctionnait parfaitement dans ton discours jusqu'au moment où tu as commencé à dire que tu as voulu créer un rapport de force. Je pense que sur ce sujet-là, il ne faut pas de rapport de force ni de conflit. On peut ne pas être d'accord, mais je pense qu'il faut du rassemblement et de la concorde. Quand toi et moi, on travaillait avec Bertrand Delanoë, on a eu à connaître une première crise migratoire avec la Tunisie. Tu sais qui était président de la République? C'était Nicolas Sarkozy. Au moment du printemps. On ne pouvait pas suspecter Bertrand Delanoë d'être d'accord avec Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Pas de polémique, pas de rapport de force avec l'État. On va travailler tous ensemble avec les associations, avec la région, avec les villes, et on ne va pas instrumentaliser ce conflit. Je pense... Il n'y avait jamais eu, jamais à l'époque, Gaspard, on se connaît bien. Vous avez travaillé ensemble. C'est pour ça que je ne fais pas semblant de ne pas le connaître. On a travaillé ensemble, voilà. Il n'y avait jamais eu de tel volume, et jamais Bertrand Delanoë, comme Anne Hidalgo, n'aurait accepté
qu'il y ait cette Bien situation. sûr. Personne n'accepte. Oui, mais au moins, on peut concéder qu'il ne faut pas c'est inacceptable. Voilà. C'est inacceptable et je pense qu'on a intérêt, plutôt que de polémiquer l'État, la ville, les régions, Alors, etc., justement, trouver des solutions ensemble. Et je pense qu'on se retrouve. Guillaume Cher, moi je reviens quand même à l'idée que là il y a une évacuation d'urgence, mais ça ne règle rien si des migrants viennent de nouveau s'installer. Alors peut-être pas de Porte de la Chapelle, mais si c'est 3 portes à côté, c'est la même chose. Pour eux, c'est invivable. Pour les riverains, c'est invivable. Et c'est une situation dans la ville la plus riche de France, Paris, qui est une ville mondiale, inadmissible. Donc il faut trouver des solutions durables. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, pour répondre à votre question, je fais le lien avec le débat précédent. C'est-à-dire qu'il faut absolument sortir des polémiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer... Et je pense que le tweet d'Anne Hidalgo va certainement plutôt dans ce sens-là, d'essayer de changer le regard de la société sur la question migratoire. C'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire de ne plus voir le migrant ou le demandeur d'asile comme un voleur potentiel ou un délinquant potentiel, mais plutôt de voir ça comme quelque chose qui apporte une personne qui apporte une richesse sur le territoire national. Et donc ça, je pense que c'est important. Après, de dire alors on peut s'enfermer dans un débat politique ou politicien, mais il n'empêche que ce que moi, en tant que professionnel, depuis 4 ans où on intervient sur les campements, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu effectivement la mairie de Paris, mettre des moyens importants, très importants, et j'ai vu aussi l'État mettre des moyens importants. Et c'est pour ça que je pense ce que je vous disais tout à l'heure, je répète ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour répondre à votre question, il faut sortir des stéréotypes, sortir des moyens, des mesures techniques, des petites mesures techniques comme ce qui a été proposé dernièrement, notamment sur l'AME, le débat sur l'AME, sur la CMU, etc., qui sont des non-sens pour l'accueil des personnes. En revanche, il faut mettre en place une politique qui permette de répondre à cet enjeu, et notamment en mettant un système de préaccueil, d'accompagnement social, d'hébergement, et puis effectivement permettre aux personnes de c'est-à-dire de pouvoir déposer leur situation administrative. Oui, mais ceux qui finalement n'obtiennent pas gain de cause sont donc des déboutés du droit d'asile. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils restent sur place. Il y a toute une série de procédures administratives, une série de procédures administratives qui leur permettent d'acquérir un titre de séjour éventuellement. Et si effectivement, au bout et au terme de ces procédures, à ce moment-là, effectivement, il y a la question de la sortie du territoire. Après, je pense que ce débat-là est un faux débat, parce qu'aujourd'hui, techniquement, c'est infaisable. Techniquement, donc on sait qu'ils vont rester. Ce débat-là, c'est infaisable. Oui, mais le politique vous dit non, on va... le gouvernement actuel. Mais vous dites que c'est pas faisable. Ils vont rester sur place. Ça fait combien d'années qu'on instrumentalise justement le retour des personnes? Pour quel résultat, finalement? Est-ce qu'on peut empêcher ces personnes de venir en France, alors, dans ce cas-là, une fois qu'ils sont là, on est obligé de les garder? Non, mais je vous pose la question, parce que les Français, sur l'immigration, ils veulent des réponses fermes et surtout concrètes. Mais il serait faux de dire que ce sont les collectivités locales qui peuvent régler ce problème-là. Le problème, il est nécessairement européen. C'est pas la France, même elle toute seule, qui va décider de réguler l'ensemble des migrations internationales. Ceux qui veulent faire croire cela mentent. Et c'est pour ça que quand le gouvernement dit qu'il va régler tout seul ce sujet-là, c'est faux. C'est au niveau européen qu'on pourra le régler. Il y a des tentatives qui ont été faites, mais il faut aussi qu'on fasse preuve de solidarité. Parce qu'il est aussi trop facile de considérer que c'est simplement toujours les mêmes pays, c'est-à-dire la Grèce et l'Italie, qui doivent accueillir. L'Italie, ils n'en veulent plus maintenant. Oui, mais justement. Ils voudront pas de reconduite. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que comme les gens arrivent chez eux, ils peuvent aller ailleurs. Il faut qu'il y ait une vraie solidarité européenne sur ce sujet-là pour que chacun puisse prendre sa part. Emmanuel Grégoire avait raison de rappeler tout à l'heure que l'Allemagne a pris beaucoup plus sa part que les autres. Oui, aujourd'hui, c'est pas sans poser des difficultés d'ailleurs pour aujourd'hui. La France a fait ce qu'elle a pu, parce qu'elle avait eu d'autres vies migratoires par le passé. Elle était certainement pas dimensionnée pour faire l'accueil, mais aujourd'hui, il faut qu'elle se... Il y a une question de répartition des migrants. Pourquoi tous en fait, pour des raisons géographiques, et vous savez, ils arrivent pour des raisons géographiques, mais ensuite, plus naturellement par l'Italie, la Grèce, l'Espagne éventuellement, et après pourquoi en Ile-de-France? Est-ce qu'il n'y a pas une moyen de répartition sur le territoire? Ils veulent transiter vers le Royaume-Uni. Il y a eu des tentatives, pour le coup, par les gouvernements précédents et aussi celui-ci, de répartir les migrants, et notamment les demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire. Parfois, ça a fonctionné. Parfois, ça a malheureusement raté. Pourquoi? Parce que les conditions d'accueil n'étaient soit pas perçues comme satisfaisantes, soit aussi les gens voulaient rester ensemble ou partir vers une autre destination. Donc, c'est pas... De toute façon, sur ces sujets, il faut quand même faire preuve de nuance et de modestie. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Et pas de solution miracle, d'accord avec ça? Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a des solutions. Aujourd'hui, la migration, c'est une chaîne. C'est une chaîne de migration qui va du pays d'origine jusqu'au pays d'accueil, jusqu'au trottoir de la Chapelle.
évidemment, les villes, les riverains, les collectivités sont en bout de chaîne. Qu'est-ce qu'on fait pour déjà régler la question des campements de rue, des campements indignes? Moi, ça fait déjà très longtemps que je demande. Je vois que le gouvernement est en train timidement de mettre en œuvre. C'est un accueil réparti, équilibré, réparti à l'échelle du territoire, des centres d'accueil et d'examen de situation, les fameux CAES, qui sont aujourd'hui insuffisants en Ile-de-France, mais qui permettent ce premier accueil et qui permettent justement de ne pas avoir de campements de rue, qui sont des campements de la honte. Et croyez-moi, quand on est quelqu'un de gauche, on n'appelle pas les migrants à arriver à Paris, alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas les moyens de les accueillir. Donc moi, je souhaite qu'il n'y ait plus aucun camp de la honte comme ça, et qu'on multiplie les centres d'accueil et d'examen de situation pour pouvoir prendre en charge ces personnes-là. Ensuite, l'examen des situations. On accélère les procédures. Je suis désolé, quand on attend plusieurs mois comme ça, il y a un effort qui a été fait, mais plus on attend, plus on enquiste les personnes sur le territoire. Et puis, pardon, il y a aussi un travail à faire tout au long de la route migratoire. Pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas aujourd'hui des hotspots qui permettent aux demandeurs d'asile, mais ça fait très longtemps qu'on le demande, justement de faire étudier leur demande d'asile dans les pays d'origine ou à la frontière de l'Union européenne. C'est un travail qu'on doit mener au niveau européen, tout au long de la chaîne migratoire, du pays d'origine, avec de l'aide au développement, avec justement un grand plan Marshall pour l'Afrique, pour ceux qui viennent d'Afrique, tout au long de la route migratoire, pour qu'on n'ait plus à Paris, sur les trottoirs du nord-est parisien, depuis 2014, ces camps de la honte qui ont été manifestement, malheureusement instrumentalisés par la mairie de Paris. Les camps sont évacués, ils se reconstituent. Là, cette fois-ci, le préfet a dit non, c'est la dernière fois. Vous le croyez? Mais c'est à chaque fois la dernière fois. Et pardon, moi je voudrais revenir sur l'épisode de la Porte de la Chapelle et sur la création de cette bulle à la Porte de la Chapelle. Déjà, vous avez tous entendu parler de la colline du crack. Déjà à l'époque, il y avait des toxicomanes. Déjà à l'époque, il y avait des toxicomanes dans ce quartier-là. Et pourtant, vous avez décidé dans un quartier qui était extrêmement fragile, extrêmement précaire, extrêmement difficile. Vous avez décidé d'étudier. C'est une erreur d'analyse. Non, c'est pas une erreur d'analyse. Vous avez c'est terminé. Puis Emmanuel Grégoire répond et ça sera la dernière réponse. Simplement. Et je corrigerai cette erreur d'analyse. Très bien. Vous avez créé un point de fixation Porte de la Chapelle dans un quartier déjà en grande difficulté. Déjà en grande difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a un centre d'hébergement. Avant la bulle. Non, pas avant la bulle. Pas dans le quartier. Pas dans le quartier. Ce que dit Pierre Lissier. Pas dans le quartier de la Porte de la Chapelle. Il y en avait à la Chapelle, il y en avait à Pajol, il y en avait à Stalingrad, il y en avait à Jaurès, il y en avait Jardin des Halles. Je peux vous les citer. Esplanade Nathalie Sarraute. Je peux vous les citer les endroits où il y avait des campements. C'est très bien. Porte de la Chapelle, il n'y en avait pas. Vous avez créé. Je termine. Allez, termine et puis excusez-moi. Vous avez créé un point de fixation là-bas et aujourd'hui, vous vous rendez compte que des migrants tombent dans le crack. Pas du tout. Non, c'est la réponse. Ça, c'est actuellement. Non, c'est pas faux. C'était faux jusqu'à il reste 30 secondes. C'est faux. Alors, très rapidement. C'était faux jusqu'à toutes nos études aujourd'hui, mais nous, on connaît aussi le public qu'on voit. C'est qu'effectivement, il peut y avoir une porosité, mais qui concerne une infime partie des migrants. Et les migrants qui sont toxicomanes étaient toxicomanes avant d'arriver en France. Et c'est une chance, énorme qu'on a eue que justement le lien entre cette colline du crack et les migrants ne soit pas plus important. La colline du crack est toujours là. C'était déjà épouvantable. Ça a pu être pire, mais elle est là. C'était déjà épouvantable. Il y avait, avant la bulle de la Porte de la Chapelle, déjà des campements. Si la bulle a été créée, c'était précisément pour donner une réponse opérationnelle sur les primo-arrivants, le temps de les orienter vers des filières d'hébergement. Contrairement à ce que vous racontez, la bulle est de la vie des associations une réponse. Quand on dit la bulle, c'est quoi? Parce que c'est un centre d'accueil de primo-accueil. Et que si qui a été mis en place par la mairie cette fois-ci. D'ailleurs, c'était également le gouvernement précédent, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de polémique avec l'État. D'accord. Si on avait créé ce type de structure partout, ça aurait été une réponse opérationnelle. Tout à fait. Merci. En tout cas, on verra. Il faut plus de place. On verra si l'objectif fixé par le préfet est tenu. Et on en reparlera tout à l'heure avec Routel Krief qui reçoit Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. C'est l'actualité du jour. L'évacuation ce matin de quasiment la moitié des campements de migrants au nord de Paris. C'est 1600 adultes et enfants qui vivaient dans ces bidonvilles qui ont été mis à l'abri. Cette fois, le préfet de Paris promet qu'ils ne pourront plus retourner s'installer sur place. Alors que vont-ils devenir? Et puis que fait-on de ceux qui arrivent? Peut-on vraiment les empêcher de venir? On va en parler avec Mounir Majoubi. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de Paris. C'est votre circonscription. Est-ce que c'est une bonne chose ce matin d'intervenir enfin et de trouver une solution qui est une solution d'urgence pour ces gens-là? Ça fait plus de 2 ans que la situation s'aggrave. La situation dont on parle, elle va de Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers jusqu'à Porte de la Villette. C'est plus de 3000 à 4000 personnes qui, ces dernières semaines,
habitaient dans les contreforts du périphérique, entre les murs, s'inscrivaient dans tous les interstices de la ville, c'est-à-dire les endroits où on passe peu. Et puis finalement, ces villages ont grandi avec tous les problèmes que ça a pu générer pour eux, des problèmes d'hygiène, des problèmes de maladie, et puis aussi des problèmes de sécurité. Parce que qu'est-ce qu'il y avait autour de ces camps? Il y avait aussi la fameuse colline du crack, mais il y avait aussi tous les brigands quasi mafieux qui venaient de part et d'autre du périphérique, qui ont embrigadé certains de ceux-là, parce que beaucoup de ces personnes qui ont traversé le continent et d'autres continents et des océans n'ont plus un rond, n'ont pas d'argent pour survivre. Donc ils étaient dans un phénomène de survie, plus de 3000 d'entre eux. Donc, on en a évacué la moitié là aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a évacué la moitié. Le ministre de l'Intérieur a rappelé que les 2 prochaines portes, c'est-à-dire Aubervilliers et la Villette, allaient être évacuées aussi dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et c'est très important. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Oui, parce que, excusez-moi, c'est pas la première évacuation. Hein, il y en a eu beaucoup et qui ont toujours concerné cette zone. Toujours la même zone, et à chaque fois les camps se reforment. Moi, j'en veux très fort à ceux qui ne sont pas intervenus assez vite. Qui ça? La mairie de Paris, mais aussi... C'est pas sa compétence, la mairie de Paris. Sa compétence, ça aurait été de sécuriser ces endroits, ce qu'elle n'a pas fait. Mais comment elle pouvait, puisqu'il n'y a pas de police? Mais il y a des services de sécurité de la ville. Elle aurait pu empêcher l'installation dans les contreforts du périphérique. Elle aurait pu demander au préfet d'agir plus tôt. Aujourd'hui, il y a la volonté d'agir. Je ne veux pas qu'on tape sur l'opération dans ce moment, parce que l'opération qui a lieu depuis hier, elle est vraiment concertée avec tous et tout le monde agit. Personne ne la critique, mais en fait, on est assez sceptique sur la promesse du préfet qui nous explique que c'est terminé, il n'y aura plus jamais de camp sur place. Alors, quelles étaient les conditions pour réussir? Dans ma permanence, hier soir, on a fait un débat avec les habitants. Près d'une quarantaine de personnes sont venues. C'est un sujet qui chauffe beaucoup les esprits. Première chose, il faut que les personnes qui sont là aujourd'hui partent, quittent ce lieu, mais qu'elles soient hébergées. On ne peut pas les évacuer sans les amener quelque part. L'annonce qui a été faite hier par le ministre de l'Intérieur et qui a été exécutée ce matin, c'est que 100% des personnes qui sont montées dans un autocar aujourd'hui sont hébergées ce soir. Et que leur hébergement n'est pas dépendant de leur statut juridique. On a séparé la question de l'analyse juridique qu'on va faire, qui aura lieu, de l'hébergence. Et Mounir Majoubi, on les loge ce soir, demain soir, après-demain soir, et ensuite? Sur plusieurs semaines et de façon durable. Et pour chacune des situations. Vous savez que près de 1 sur 5 qui étaient présents dans les camps ce matin ont déjà le statut de réfugié. Des gens à qui on a dit oui. Des gens à qui on a dit, on a compris que votre situation est intenable, vous allez rester en France. Ils n'étaient pas hébergés et puis on les nourrissait pas. Maintenant, eux, ils vont entrer dans un parcours, on va les former vers un métier, leur offrir un logement et ils vont pouvoir durablement s'installer. 1 sur 5 et les autres? Sur les autres, qui sont-ils? Il y a une partie, ce sont ceux qui sont en cours de demande, ce qu'on appelle les primo-demandeurs. Eux, nous aussi, nous devons les protéger. Ça fait partie du rôle de l'État. Ils déposent leur demande et dans quelques mois, nous leur dirons oui ou non. Mais pendant le temps de l'instruction de cette demande, nous devons les protéger et les héberger. Et puis, il y a une situation plus complexe, on va se le dire ce soir. C'est ceux à qui on a déjà dit non. C'est ceux qui n'ont pas déposé de demande et qui sont toujours ici. Certains ne veulent pas rester en France. Certains veulent partir. Ils veulent aller à Londres. Certains veulent rester en France, mais ils n'ont pas de statut. Eh bien, c'est sur ces personnes-là que dans les prochaines semaines, eh bien, il y aura à être vigilant. Parce que certains seront expulsés. Vous savez très bien que certains seront expulsés. Les associations le disent, ils ne sont jamais expulsés. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas assez. Il n'y a pas beaucoup d'expulsions, mais il y en aura. Et le président l'a annoncé, il y en aura plus. Mais on va se le dire, on ne peut pas expulser 100% de ces personnes. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des pays qui doivent les accueillir et qui aujourd'hui ne le souhaitent pas. Eh bien, mais certains responsables politiques vont vous dire, dans ce cas-là, il faut éviter qu'ils rentrent sur notre territoire, parce qu'on voit bien qu'une fois qu'ils sont sur place, c'est très compliqué, les situations sont complexes, c'est du cas par cas, même si la personne ne doit pas rester, elle reste, et souvent, d'ailleurs, elle ne veut pas rester, elle va aller en Angleterre, mais c'est pas possible, donc elle reste aussi. Donc il faut éviter qu'elle vienne à Paris ou en région parisienne. Et oui, et c'est ça le deuxième pilier. Premier pilier, traitement humain de tous ceux qui sont là. Deuxième pilier, être très ferme pour empêcher l'installation de nouvelles personnes et pour empêcher leur entrée dans le territoire européen et dans le territoire national. Pour ça, 2 choses. La première, c'est l'ambition européenne qui a été rappelée par le président de la République. Vous savez que ça va être le premier chantier, le premier de la Commission. Parce qu'on parle beaucoup de cette Commission européenne, mais je vous rappelle qu'elle ne sera effective, cette Commission, que dans quelques semaines, dans un petit peu moins d'1 mois. Premier chantier. Remettre sur la table les discussions sur la collaboration européenne pour ensemble travailler à la protection des frontières et au traitement collaboratif des demandes d'asile. Parce que je vous rappelle que les Dublinés, c'est la situation la plus absurde possible. C'est parce que nous n'avons pas été capables de nous mettre d'accord entre les pays que nous nous rejetons entre nous des êtres humains qui aujourd'hui ne trouvent place nulle part. Un migrant qui n'a pas été accueilli en Allemagne, il va à Paris.
Il va à Paris, et puis nous, on n'a pas les informations de l'Allemagne, et puis on va peut-être retraiter la même demande, et puis personne ne va s'occuper de sa situation humanitaire. Donc ça n'est plus possible. Et ça va changer. Mais je veux parler localement de ce qui se passe dans le 19e et dans le 18e. Ça ne peut pas recommencer. Aujourd'hui, il y a des raisons géographiques qui fait que ces camps s'installent toujours entre la porte de la Villette et la porte de la Chapelle. D'ailleurs, c'est toujours finalement dans les quartiers les plus modestes, les plus populaires de Paris que ça se passe. Pourquoi on ne les voit pas finalement devant les ministères? C'est là où moi j'en veux très très fort à la ville de Paris, mais pas qu'à Anne Hidalgo, aux 30 dernières années de la ville de Paris. Parce que les places, les portes, Aubervilliers, Villette et la Chapelle, c'est les 3 dernières places qui n'avaient pas été aménagées de Paris. La porte de la Villette, je vous le rappelle, c'est la dernière porte de Paris qui n'est toujours pas, vous vous rendez compte, toujours pas aménagée. Il y a 1 kilomètre d'autoroute et de no man's land entre la fin de Paris et le début de Pantin. La porte d'Aubervilliers, elle est à peine aménagée. Et la porte de la Chapelle, elle est en plein travaux, en pleine transformation. Mais la réalité, c'est qu'on les a abandonnés, ces quartiers. J'habite, moi, à la porte de la Villette. Donc je suis le témoin depuis près de 15 ans de ce qui s'y passe. Eh bien, il ne s'y passe rien. Et ça, c'est inacceptable. Et pourquoi est-ce qu'il s'y installe? Parce qu'il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, on s'installe. Donc qu'est-ce qui va se passer les prochaines semaines? Le préfet a fait un arrêté ce matin qui explique qu'il va mobiliser les moyens de la police nationale pour s'assurer qu'aucune tente ne s'installe. Mais moi, je demande à la mairie de Paris de s'engager, à mettre en place les moyens de la mairie pour sécuriser les contreforts du périphérique. Il faut qu'il y ait des grilles, il faut qu'il y ait un empêchement de pouvoir y accéder. Il faut sécuriser la place qui est à la porte d'Aubervilliers. Et puis, moi, j'en ai marre. À la porte de la Villette, aujourd'hui, on a un pont qui est toujours pas réparé. On a une chaussée qui est défoncée. On a un dessous de pont qui a été complètement abandonné. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas, alors que ce sont des quartiers populaires, les laisser s'enfoncer dans la misère. C'est-à-dire une démarche humanitaire, une démarche qui permet d'assurer à ceux qui sont dans des situations extrêmement difficiles un hébergement, mais nous ne tolérerons pas de réinstallation. Une démarche qui permet d'assurer à ceux qui sont dans des situations extrêmement difficiles un hébergement.
humanitaire. Pour beaucoup, c'est une porte d'entrée dans Paris. Pour eux, c'est une impasse dont ils n'arrivent plus à sortir. La colline du crack. C'est un peu comme un petit supermarché qui fonctionne 24 heures sur 24. Tout au nord de la capitale, porte de la Chapelle, coincé entre les bretelles du périphérique et l'autoroute A1, un terrain vague devenu depuis une quinzaine d'années le repère de centaines de toxicomanes tombés dans l'enfer du crack. Celui que nous appellerons Mathieu en fait partie. À 40 ans, ce père de 2 enfants s'y rend 3 à 4 fois par jour. Moi, à la colline, j'y vais depuis environ 1 an et demi. En fait, voilà, c'est le lieu le plus pratique pour acheter du crack. Il y a des tentes, des baraques et tu vas acheter à qui tu veux, quoi. Je suis tombé un peu dans ce piège voilà, de ce produit qui occupe, je te dis, qui te... Mais dans le même temps, j'ai conscience que c'est une folie, qu'il faut vraiment que j'arrête parce que je vois les dégâts que ça fait. Le produit, le voici. Donc ça, c'est... Alors, on appelle ça la galette ou on appelle ça le caillou aussi. Le crack, c'est un mélange de cocaïne et d'ammoniac ou de bicarbonate de soude. Une drogue dure qui provoque une très forte addiction dès les premières prises. Dans le quartier, le trafic s'affiche au grand jour, sous les yeux des riverains, désemparés. On a peur de l'insécurité, surtout les enfants. Ils appellent ici les morts vivants, les gens quand ils les voient, ils sont tous traumatisés. Ils disent que c'est le quartier des fous. Donc pour vous dire que voilà, c'est insupportable et personne ne réagit, c'est ce que je ne comprends pas. Moi, on m'a cassé la porte plusieurs fois, les boîtes à lettres, et j'habite juste à côté. Depuis 25 ans que j'habite là-bas, c'était jamais produit. Ça devient invivable, ce quartier ? Invivable. Nagui Maouchiche tient cette brasserie depuis une dizaine d'années. La plupart du temps, sa grande terrasse est vide. Car lorsque 2 clientes s'installent... Faut pas demander ici, vas-y. Arrête, vas-y. Faut partir, vas-y. Quelqu'un qui est en train de manger, 2 dames qui sont installées en terrasse. On n'a même pas eu le temps de prendre la commande, qui se sont fait importuner. Voilà. Et toutes les 5 minutes, c'est comme ça. Voilà, toutes les 5 minutes, c'est comme ça dans le quartier. Donc il n'y a pas que lui, là, vous allez en voir plein. Hein. Ils sont, on va dire, une 60aine tous les jours à faire des allers-retours entre la colline et toute la rue pour demander où ils peuvent demander des sous. Alors, quelle solution ? Comment endiguer la vente et la consommation de crack dans le nord de Paris ? Comment répondre aussi à la crise sanitaire et sécuritaire ? Régulièrement, tous les véhicules convergent sur la colline, reçu. La police intervient. Ce jour-là, 50 policiers encerclent la colline. Oh, à mon avis, ils sont une bonne centaine. Hein. Je pense qu'il y a une bonne centaine de personnes. 3e opération de contrôle depuis 2 mois pour la commissaire Emmanuelle Auster. Ça vient d'être découvert en détention sur un individu qui se trouvait sur la colline. Compte tenu de la quantité, il y a plus de chances que ce soit un reliquat de vente ou un petit vendeur plus qu'un consommateur. Parce qu'il y a quand même
pratiquement une petite dizaine de cailloux. Et en tout cas, à chaque caillou ou à chaque galette correspond pour nous, policiers, généralement à un consommateur. 10 personnes sont interpellées. Les autres sont contrôlées, recensées. Vous avez un domicile? Donc pour le moment, vous êtes SDF? Beaucoup sont sans abri. Tous doivent quitter les lieux. L'opération se déroule dans le calme. Seul un toxicomane menace de se jeter du haut de ce pont, vite rattrapé par les policiers. Mettez-y-vous à plusieurs! Voilà! Depuis quelques mois, une autre problématique s'y est ajoutée. Des campements de migrants se sont installés sur la colline. Et la commissaire le confirme, certains réfugiés sombreraient eux aussi dans la dépendance. Sur ce même espace, vous avez d'un côté les toxicomanes de la colline et de l'autre, vous avez ici une implantation de migrants. Ce sont des populations qui ne se mélangent pas théoriquement, même si la loi du marché en matière de trafic a fait que de plus en plus de migrants, malheureusement, tombent dans la toxicomanie par un processus simple. Le premier caillou de crack, la première galette de crack est gratuite. Donc la personne consomme son produit, devient extrêmement dépendante rapidement et les produits suivants sont payants. Comme chaque semaine, la colline est nettoyée par la mairie de Paris. Mais l'opération de police n'est pas encore terminée que déjà, plusieurs toxicomanes reviennent sous les yeux de la commissaire. Il est clair qu'il faut aussi une réponse sanitaire et sociale. Là, vous venez de les contrôler et ils se réinstallent entre deux bretelles du périphérique. Effectivement, ça se passe et ça se passe relativement rapidement. Un éternel recommencement. Les associations mettent en avant le nécessaire accompagnement des consommateurs de drogue. Un plan crack vient d'être mis en place en lien avec la préfecture, les autorités de santé et la mairie. Près de 3 millions d'euros seront débloqués chaque année ces 3 prochaines années. Il y a urgence. C'est ici, près de la colline, que doit débuter l'an prochain le chantier d'une salle omnisport pour les Jeux Olympiques de 2024.